Chers amis, bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous parler enfin d'un sujet fort qui fait polémique. Oui, nous allons parler de la loi Schiappa. Qui fait polémique malheureusement, parce que quand on est dans la polémique, eh bien on n'est pas dans la rébellion, c'est bien ça le problème, c'est bien comme ça que les collectivités se font toujours avoir par les traîtres de dirigeants et de politiques. Or, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'ambiguïté. La loi Schiappa, oui, bien sûr, est un coup bas porté contre l'enfance, un coup abject, afin de mieux assurer l'impunité des pédocriminels et autres violeurs d'enfants. Oui, ils ont bien préparé leur coup parce qu'avec la loi Schiappa, ils légalisent la pédocriminalité de façon bien insidieuse. Oui. Et nous allons voir ça en détail. Oui, la loi Schiappa en fait permet une officialisation de la trahison institutionnelle en matière de protection institutionnelle de la pédocriminalité, qui est notre grand cheval de bataille, je dirais, sur le plan des dénonciations que nous avons fait. Nous sommes les rares encore à avoir établi la réalité de la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Et c'est ce contexte-là qu'il faut bien appréhender comme étant celui dans lequel s'inscrit la loi Schiappa. Alors, pour appréhender cette loi tournée de façon à ce que personne ne la comprenne, il faut donc, et puis bien saisir son objet, il faut bien sûr synthétiser ce qui est écrit, il faut dérocher, mais il faut donc surtout la placer dans son contexte. Oui, et la loi Schiappa stipule que dans les affaires de viol d'enfants, pour incriminer un accusé, les magistrats devront établir l'absence de consentement de la part de la victime mineure, sans plus aucune notion d'âge limite. Oui, alors de quelle façon est-ce que les acteurs judiciaires et leurs petits copains prétendus experts psychiatres et autres détraqués vont-ils procéder? Eh bien, ils devront évaluer si l'enfant a les capacités sexuelles, oui, maintenant on parle de capacités sexuelles, lui permettant de comprendre la nature des intentions du prédateur sexuel, et si, en fonction de cela, l'enfant était à même, ou est à même, d'exprimer son consentement ou d'exprimer son refus. Nous sommes en pleine révolution du genre, donc on va jusqu'à parler de capacité d'un enfant, même en bas âge, pour les choses du sexe. Ouais. La façon dont cette évaluation se fait déjà, eh bien, consiste à questionner l'enfant. Sur base de quoi? De tout le vocable usuel qui est maintenant inculqué aux enfants dès l'âge de 3 ans, dans toutes les écoles de France, dans le cadre de l'éducation à la sexualité. Et il est prétendu que les magistrats ainsi auront plus de marge de manœuvre pour cerner le problème et appliquer une justice plus pointue. Mais le grand argument au cœur de l'histoire est encore et toujours prétexté, protéger le principe de présomption d'innocence de la personne accusée. On nous parle d'intérêt supérieur de l'enfant, mais il s'agit plutôt de l'intérêt supérieur du violeur d'enfant. Eh oui. Maintenant, passons à la démonstration. Le contexte dans lequel s'inscrit cette grande nouveauté nécessite plusieurs niveaux de lecture. Premièrement, faisons un zoom serré sur l'événement en lui-même et la façon dont il nous a été amené. 2-3 affaires judiciaires ont curieusement défrayé la chronique, dernièrement se succédant avec une similitude frappante. Alors, dans les 2 premiers cas, il s'agissait de jeunes adultes ayant abusé d'une fillette de 11 ans. Dans un cas, l'adulte était âgé de 23 ans et a été purement et simplement relaxé, parce que les magistrats avaient établi que la fillette, mise enceinte, aurait été consentante. Dans le second cas, l'accusé de 28 ans a également bénéficié de l'extraordinaire clémence des magistrats qui ont déclassifié l'accusation pour ne le condamner qu'à une peine avec sursis. Et il y a eu par la suite une 3e affaire qui est venue se greffer alors que la polémique était lancée sur l'affaire de l'histoire du consentement de mineurs,
avec cet instituteur de 31 ans qui avait abusé largement d'une élève de 14 ans. Voilà, et qui, lui, n'a pas été relaxé, mais il a juste écopé d'une peine de prison avec sursis. Alors, vous aurez remarqué que j'ai commencé par parler de cette actualité judiciaire comme d'un événement étrange. En effet, pour élargir un petit instant le zoom concernant le contexte général, nous savons, nous, et nous l'avons démontré, qu'il y a très très peu de chances pour qu'une affaire de ce type soit instruite, passe en jugement avec un procès public, et soit en outre objet d'une publicité médiatique. À moins que... Tu as fait l'erreur. À moins qu'il ne s'agisse de l'orchestration de quelques coups tordus. Et là, au comble de l'odieux, la polémique s'est subitement faite pour chacun de ces cas autour d'un point qui n'a pas lieu d'être. Il s'agissait de la notion de consentement de deux fillettes, pourtant âgées chacune de seulement 11 ans. Oui, alors ces deux affaires qui ont lancé le débat nous ont immédiatement fait penser à celles que nous avions déjà dénoncées en 2015, s'agissant du scandale qui avait éclaté en Italie, je crois que c'était en 2014, avec là l'histoire d'un vieux porc de 63 ans qui avait été retrouvé au lit avec une enfant de 11 ans, là encore, par les carabiniers. Alors le scandale, il est que la conclusion du procès avait été que les magistrats italiens, selon eux, avaient décrété qu'il y aurait eu des relations amoureuses entre le vieux porc et la fillette, et donc ils ont relaxé le vieux porc. Et nous savions donc à cette époque que cela ferait jurisprudence au niveau européen, de façon formelle ou détournée, et cela n'a pas raté. Ça n'a pas loupé. Alors, il faut avoir la vue quand même très courte, pour ne pas comprendre que l'histoire, déjà les deux premiers procès successifs qu'il y a eu en 2007, là, en 2017, avec l'affaire de ces fillettes de 11 ans, en France, donc des affaires si similaires avec le même type de polémique surréaliste qui vient, comme par hasard, pulvériser les notions les plus élémentaires de droit et de protection de l'enfance. Il faut avoir la vue très courte pour ne pas comprendre que ça n'a été qu'un coup monté, qu'une manipulation politico-médiatico-judiciaire du style affaire d'Outreau. Oui, comme d'habitude. Rappelons en passant, je fais une petite parenthèse qui me semble pertinente, rappelons que l'affaire d'Outreau, qui a laissé 51 enfants privés de justice et qui a du coup blanchi la grande majorité des prédateurs, en l'occurrence, et comme toujours la clientèle de notables locaux, n'avait été organisée en grand cirque médiatique que pour faire établir un nouveau postulat fondamental. La parole des enfants ne doit pas être prise au sérieux dans le cas de dénonciation de viol d'enfants. Et oui, ce qui m'avait été à moi déjà asséné en pleine face lors de l'affaire Vincent par des magistrats, au moment où ils essayaient de me proposer leur ignoble contrat de trahir la cause pour que je puisse m'en sortir à peu près correctement. Il m'avait dit, mais vous devriez savoir que depuis l'affaire d'Outreau, il ne faut plus écouter la parole de l'enfant. Bien. Alors, à l'époque où le feuilleton à grand spectacle du procès de l'affaire Outreau avait éclaté, il faut savoir qu'il y avait plusieurs bombes à retardement qui menaçaient le réseau national. Il y avait l'affaire dite Allègre, qui, avec l'affaire de la maison de Noé, là, qui impliquait jusqu'à des ministres de la République, le maire de Toulouse, etc. Il y avait l'affaire Dutroux de Belgique, qui bien étant de Belgique, était, comme l'avait démontré Marcel Verveusen, connecté à beaucoup d'autres affaires, essentiellement en France. Bref, le réseau avait à un moment donné, le réseau national en France, la nécessité de mettre en œuvre une contre-mesure pour détourner déjà l'attention du grand public et surtout trouver une parade efficace pour, une bonne fois pour toutes, dénigrer de façon générale la parole de l'enfant. C'est-à-dire, dans la pratique, tuer dans l'œuf toute déclaration de témoins mineurs trop gênant. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout bon ignoble en robe noire s'empresse de dire que depuis l'affaire Outreau, on sait bien que la parole des enfants ne doit pas être prise au sérieux dans des affaires de dénonciation de crimes sexuels sur enfants. Voilà. Pareil.
Donc avec ce qui s'est passé cette année 2017, avec la mise en scène déjà de ces 2 premières affaires de viol de fillette de 11 ans, et puis le débat abject qui est venu donc là-dessus, sur la notion de consentement des fillettes de 11 ans, en fonction d'assauts qu'elles ont subis de la part de jeunes adultes détraqués, bien là, c'est à la notion de droit pénal qu'on s'est attaqué. La notion de droit pénal qui concerne la majorité sexuelle, hein, voilà, qui a été traitée, on peut dire, une bonne fois pour toutes. Oui, on n'est pas venu nous annoncer que la majorité sexuelle allait encore et encore être revue à la baisse, ce qui fera à chaque nouvelle fois trop de remous. Eh bien oui, plus fin et plus radical. Avec l'instrumentalisation de procès orchestrés, on est venu pulvériser en seulement 3 ou 4 bandes la notion de la majorité sexuelle qui n'existe purement et simplement plus aux yeux de la loi. Première bande, orchestration de procès public pour lancer la polémique abjecte à propos de l'âge de consentement d'enfants violés. Rentrée en scène d'associations prétendument de protection de l'enfance, avec la voix de l'enfant, association pédocriminelle. Oui, il y avait la voix de l'enfant, il y avait aussi Enfance et Partage, enfin voilà, le gros des grandes associations pédocriminelles. Alors là, la voix de l'enfant, il y avait le représentant de l'association, le tristement célèbre baveux Francis Spinner, un nom à coucher dehors quand même, hein, grand protecteur de pédocriminels, il faut le savoir, qui venait crier au scandale et demander littéralement à ce que la loi soit changée pour pouvoir prétendre ainsi parler de consentement de mineurs de 15 ans. Enfin, quand je dis crier au scandale, il était quand même très très mesuré, hein, en disant qu'il ne fallait pas être psycho-rigide. Bah voyons. Ouais, c'est très subtil. On ne réclame pas justice en faisant remarquer que le débat lancé par les 2 procès est tout simplement aussi odieux qu'irrécevable et que les juges impliqués méritent la prison à billes. Ben non, au contraire, on rentre dans la dynamique de la polémique, donc en demandant, voyons, une intervention du législateur, alors que la simple, stricte application de la loi suffit, en théorie, à protéger l'enfance. Suffisait jusque-là. Oui, suffisait. Seconde bande, entrée en scène du législateur. Ah, si je peux me permettre, le législateur, oui, une grande détraquée, une grande dépravée du nom de Marlène Schiappa, prétendument activée par le gouvernement Macron, pour statuer sur le débat et améliorer la loi dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ben voyons. Les grands pédocriminels sont les premiers à parler d'intérêt supérieur de l'enfant. Et il semblerait que cela fonctionne toujours très bien sur les masses, décidément bien endormies. Ouais. Troisième bande, orchestration d'un pseudo-pataquès, où le Conseil d'État, là, il vient ramener sa fraise en objectant qu'il y aurait une atteinte à la présomption d'innocence des violeurs d'enfants. Ben oui. Oui, on connaît la musique. La base du protocole de protection institutionnelle de la pédocriminalité repose sur l'instrumentalisation du principe de présomption d'innocence. Des violeurs d'enfants, bien sûr. Des violeurs d'enfants, voilà. Ça, la présomption d'innocence, c'est... Nous, par exemple, on n'y a pas eu droit. Hein. Non. Les violeurs d'enfants, c'est systématique et c'est toujours ce qui est mis en avant pour étouffer dans l'œuf les dénonciations des enfants et des parents protecteurs. Alors, conclusion de la grande manipulation politico-médiatico-judiciaire, eh bien, un soi-disant compromis entre la prétendue intention de légiférer pour l'intérêt supérieur de l'enfant, amenée par maîtresse Marlène, et l'objection du Conseil d'État, lui, ouvertement pro-pédocriminel, ceci dit en passant. Avec ce qui est présenté au grand public comme un compromis, la machination politico-médiatico-judiciaire se conclut donc par l'établissement de la fameuse loi Schiappa. Une loi tournée volontairement de façon incompréhensible
mais qui, ceci dit, pulvérise sans aucune ambiguïté la notion d'âge limite d'enfant en rapport avec la notion de consentement en matière de rapport sexuel avec un adulte. En fait, c'était l'objectif qu'il y avait derrière l'orchestration de la formidable manipulation. Le grand public a juste eu l'illusion que la loi Schiappa était la conséquence, plus ou moins malheureuse ou maladroite, d'un problème de société nouvellement apparu et pour lequel il fallait une révision des textes de loi. La formidable perversité de la loi Schiappa est que, revenant au fameux principe de présomption d'innocence brandi par le Conseil d'État et qui prescrit que c'est à l'accusation de démontrer la culpabilité de l'accusé, eh bien il est estimé que c'est à l'accusation de démontrer que l'enfant n'était pas consentant, quel que soit son âge. Ainsi, en théorie, un bébé devrait prouver qu'il n'était pas consentant au rapport de l'agression sexuelle d'un quelconque adulte pour que celui-ci puisse être incriminé. La loi Schiappa est si profondément abjecte et surréaliste que ses défenseurs instrumentalisent même cela pour prétendre que personne n'a rien compris, la loi a été pensée afin de permettre aux magistrats de mieux appréhender les affaires, de rapports sexuels entre adultes et enfants. Ben oui, on ne peut plus parler de viol, hein, c'est dépassé. Hein. On ne parle plus de viol d'enfants. Tant que les magistrats n'ont pas statué, il faudra parler de rapports sexuels ou de relations intimes entre adultes et enfants, quel que soit l'âge de l'enfant, hein, insinuant de fait la notion de probable consentement. Oui. Et certains bons penseurs viendront là encore à la recousse de la loi Schiappa en disant qu'effectivement cette loi a le seul effet de donner beaucoup plus de marge de manœuvre aux magistrats. Oui, beaucoup plus de marge de manœuvre aux ignobles en robe noire pour assurer l'impunité des violeurs d'enfants. Cette fois, et c'est là que ça évolue, sans plus avoir à violer la loi trop ouvertement, comme cela a été le cas jusqu'ici toutes ces dernières années, comme nous l'avons démontré avec nos enquêtes sur la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Oui, donc ils ont plus de facilité. Hein. Et car pour rester dans ce contexte dans lequel s'inscrit cette grande nouveauté, ce sont nos propres conclusions, suite à nos années d'enquête et d'expériences difficiles qui font la différence pour pouvoir appréhender la loi Schiappa. Car nous avons démontré le réel climat de terreur institutionnel qui règne autour de la problématique du viol d'enfants. Oui, alors le système dans lequel nous sommes pris au piège, en France et dans le monde occidental en l'occurrence, hein, tout le monde prétendu civilisé, ce piège est organisé pour protéger les pédocriminels et leurs réseaux, et essentiellement par le biais des institutions judiciaires et psychiatriques, ce que nous avons démontré. Alors les agissements des acteurs judiciaires et assimilés rentrent dans le cadre de protocoles très bien rodés visant à interdire la manifestation de la vérité, détruire toute petite victime mineure, à commencer dans sa qualité de témoin toujours trop gênant, détruire tout adulte ou parent protecteur, surtout s'il insiste trop pour qu'il y ait justice et protection pour un enfant victime. Et en France, l'institution judiciaire est également très active dans le cadre des quelques 150 000 à 200 000 rapts d'enfants organisés chaque année dans le silence le plus absolu, sachant qu'environ 90% des placements d'enfants sont issus de décisions judiciaires. Oui, une étude datant de 2008 déjà, ça fait 10 ans, hein, révélait que la moitié de ces placements d'enfants étaient reconnus abusifs. Alors, nous n'avons aucune raison de penser que les choses se sont améliorées depuis, pas plus qu'en matière de justice pour les enfants violés, hein, bien au contraire. Alors, nous savons ce que deviennent les enfants placés, soit en famille d'accueil, pour lesquels d'ailleurs les LGBT aujourd'hui sont prioritaires, hein, ceci dit en passant, hein, et oui, discrimination positive oblige, soit dans les infâmes institutions où les malheureux enfants subissent le pire, là encore, dans l'omerta absolue. Donc, seuls les traîtres,
les collabos et les plus irrécupérables abrutis de notre joyeuse société peuvent tenter d'expliquer que les magistrats essaient de faire leur job tant bien que mal et que cela est la tendance générale et que de ce fait, nos bons magistrats ne manqueront pas de faire le meilleur usage qui soit de la loi Schiappa qui leur donne tant de latitude. Oui. Mais il en est un autre aspect de la question qui n'a évidemment pas été soulevé à propos de la loi Schiappa et qui est le point central de la problématique. C'est la façon dont la justice traite, à la base, toute affaire de viol d'enfant ou de soupçon de viol d'enfant. Toute affaire portée en justice, suivant les formes prescrites par la loi, par un parent protecteur ou même un médecin faisant un simple signalement à l'autorité judiciaire de sa circonscription. Parce que uniquement quand on sait comment ça s'est passé jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la loi Schiappa, dans la pratique toutes ces années, on peut comprendre en quoi la loi Schiappa est si perverse et constitue une carte blanche pour les acteurs judiciaires afin d'assurer l'impunité aux pédocriminels. Le modus operandi des acteurs dits judiciaires, du simple gendarme ou policier recevant le plaignant jusqu'au procureur, est et a toujours été de bloquer l'affaire dans l'œuf au niveau de la plainte directe. Car dans la très grande majorité des cas, vous savez, il s'agit de plaintes directes. On saisit la justice en allant voir le policier ou le gendarme, ou de simples même signalements qui, bien que n'étant pas offensifs, doivent en théorie déclencher une enquête immédiate ordonnée par le parquet. Mais depuis que nous savons que la parole des enfants ne doit pas être prise au sérieux dans ces affaires-là, et que donc il n'y a pas d'affaire de viol d'enfant ou de soupçon de viol d'enfant, mais simplement des affaires de manipulation pendues par des mères hystériques, les acteurs judiciaires recevant les plaintes directes les classent sans suite immédiatement, sans oublier par contre d'ouvrir dans la foulée une instruction judiciaire sur base d'une quelconque incrimination du parent protecteur et intervenir au niveau du droit de garde de l'enfant victime. Victime, bien sûr, non pas de viol par ascendant, mais victime des manipulations d'une mère hystérique et détraquée. Vous connaissez la suite. Du moins, j'espère, après tous ces années que nous avons fait pour que vous soyez avertis. Oui. Alors donc, il ne faut pas s'imaginer que parce que la loi Schiappa il y a, parce que la loi Schiappa est arrivée, et les plaintes directes pour viol ou agression sexuelle du mineur vont subitement être prises au sérieux et aboutir à un procès public pour lequel les magistrats devront expérimenter les possibilités que leur offre cette loi Schiappa. Non, pas du tout. Ce qui aurait tendance à nous duper, c'est le fait que ce sont ces deux affaires de viol d'enfants de 11 ans, avec celle donc, de 2017 du professeur d'école, là, qui ont été traitées au niveau du jugement public en première instance. C'est ça qui nous dupe, pour avoir ensuite été médiatisés et qui sont à l'origine de cette nouveauté. Mais comme nous l'avons bien compris, nous avons bien compris qu'il s'agissait d'un coup monté politico-médiatico-judiciaire. Alors, il faut faire la part des choses et comprendre qu'aucune affaire de viol d'enfant, comme cela a toujours été le cas, n'arrivera jamais à ce niveau de traitement judiciaire, c'est-à-dire procès public relayé par la presse. À moins que quelques nouveaux spectacles soient nécessaires pour les Illuminati qui tirent les ficelles en coulisses. Oui, pour les illusions. Donc, la loi Schiappa a été pensée pour faciliter la chose aux acteurs judiciaires intervenant au niveau de toute plainte directe, c'est-à-dire essentiellement les policiers et les gendarmes qui auront la mission, de la part du procureur local, de cuisiner les malheureux enfants victimes afin d'évaluer leur capacité aux choses du sexe et donc de conclure tout de suite leur très probable consentement. Nous aurons fait une avancée. Cette fois, la parole de l'enfant sera prise en compte, à condition que l'enfant, cuisiné par l'acteur judiciaire, récite bien ce qu'il aura appris à l'école à propos de pénis,
de sodomie, de fellation, d'éjaculation, etc. Vous m'avez compris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la loi Schiappa est complémentaire à l'offensive de la révolution du genre menée contre l'enfance en France, en l'occurrence, par le gouvernement Macron et l'éducation nationale en matière d'éducation à la sexualité. Une éducation à la sexualité dans les écoles qui concerne maintenant les enfants dès l'âge de 3 ans. Et nous reviendrons sur ce point. Oui, il faut. Donc, la loi Schiappa s'inscrit dans le contexte de la révolution du genre portée par le gouvernement Macron. D'un côté, l'éducation nationale organise la sexualisation de l'enfance, comme nous l'avons vu, la LGBTisation de l'enfance, on devrait dire, en masse. D'un autre côté, la loi Schiappa vient offrir sur un plateau aux acteurs judiciaires d'exploiter cette sexualisation des enfants, ou illusion de sexualisation des enfants, pas pour amener d'office à la conclusion que les enfants violés, ayant les capacités d'appréhender les choses du sexe, ne sont pas violés. Par déduction, ils sont consentants. Ce qui est un peu présenté comme une grande avancée en matière judiciaire, c'est en fait que les magistrats puissent maintenant botter en touche avec leur intime conviction en ignorant totalement le droit pénal relatif à la protection de l'enfance. C'est de là qu'ils ont fait une avancée. Ouais. Donc, restons dans le contexte de la loi Schiappa et son origine. Nous avons vu la belle manipulation politico-médiatico-judiciaire qui a été mise en scène pour permettre aux défenseurs de la loi Schiappa de venir ramener leur science en nous expliquant que Marlène Schiappa n'a fait que prendre à bras le corps un problème se posant subitement, celui d'une notion de consentement pour les enfants de moins de 15 ans dans les affaires de viol. Et que, armée de sa meilleure volonté, la dépravée en question aurait apporté une réponse plutôt satisfaisante pour l'intérêt supérieur de l'enfant, même si personne ne peut décrypter clairement son charabia. Seulement voilà, la dépravée notoire, présentée comme secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, est venue nous porter le coup durant les grandes transhumances estivales, alors que au moins les 2/3 des parlementaires n'étaient pas présents pour voter la dite loi. Alors la loi Schiappa, donc, nous a été imposée par la fraude dans notre dos sur base d'un coup monté. Et un coup monté du type manipulation de l'opinion publique suivi de lois votées dans le dos du peuple ne cache jamais de bonnes intentions. Surtout lorsque ce sont des énergumènes totalement dépravés et hyperactifs dans le cadre de la révolution du genre qui se mêlent de venir prendre en charge des lois soi-disant pour l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est le comble du comble, quoi. Ils ont beau clamer haut et fort qu'il s'agisse dans l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est dans le même registre que les magistrats, ces magistrats-là qui vous regardent droit dans les yeux en disant « Ils sont le dernier rempart contre la pédophilie » en livrant un enfant martyr à son bourreau. Ouais. Nous avons affaire à des suppôts de Satan qui manient le mensonge éhonté et la tromperie avec la perversité infinie qui les caractérise. C'est ça le problème. Alors, à écouter les défenseurs de la loi Schiappa, ceux d'entre vous qui seraient perdus devant ce charabia devraient simplement être confiants envers les bonnes intentions de Marlène Schiappa et de Emmanuel Macron, puisque ceux-ci font partie de la classe dirigeante et que ceux-ci affirment agir pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous sommes dans le même genre de raisonnement putride qui faisait dire aux magistrats chargés de plomber l'affaire dite Allègre que leur petit copain Marc Bourraguet, procureur adjoint à la section financière du parquet de Toulouse, ne pouvait pas être mis en cause dans le scandale de la maison de Noé, de l'affaire Allègre, puisque celui-ci était magistrat. Ben voyons. Alors, si vous voulez bien, faisons un petit zoom, qui pour beaucoup ne sera qu'un rappel, histoire de se remettre les pendules à l'heure concernant Macron et sa bande,
prétendument défenseur de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'actuel prétendu chef de l'État et prétendu chef des armées, ça fait désordre quand même, est un cas école de ce que les connaisseurs désignent de MK Ultra. C'est un produit issu des protocoles initiatiques qui prend en compte des progénitures de l'élite, élite autoproclamée des sociétés secrètes, dès le bas âge, à coups de viol collectif, de torture, pour obtenir un bipède à la personnalité totalement explosée et du coup possédé, destiné à être la relève de notre actuelle élite sociétale. Comprenez par là la relève de la corporation occulte qui a la charge d'administrer le bétail humain sans faille dans les plans lucifériens. Alors cet individu prénommé Emmanuel, tiens d'ailleurs ça me fait penser au personnage d'un film érotique, je crois qui a fait fureur avant sa naissance. Ce personnage nommé Emmanuel a bénéficié des soutiens de pédocriminels notoires, à commencer par son directeur de campagne, j'ai plus son nom en tête, qui était impliqué dans un des pires scandales, étouffé comme les autres. Étouffé le scandale, pas l'individu, hélas. Je parle bien sûr du scandale de l'affaire du foyer des Tournelles, qui était un vivier de petites victimes pour les notables de la classe politique et essentiellement Matignon, Élysée. Alors, le petit copain du moment d'Emmanuel, Bombardé, président de Radio France, maintenant je comprends ce que ça signifie, gravir l'ascenseur social à coups de piston, était, il faut savoir aussi, la chose sexuelle d'un certain Yves Saint-Laurent, détraqué, pédocriminel et ostensiblement satanique, de très haut vol, auteur, entre autres, de l'abomination de bande dessinée intitulée « La vilaine Lulu ». Pour ceux qui ne sont pas encore au fait, documentez-vous. Alors rappelons que le Macron, poulain déclaré des Rothschild, quand même, ceci dit en passant, membre du groupe de Bilderberg 2015, s'est présenté officiellement comme agent du lobby LGBT, ayant rédigé dans le cadre de sa campagne présidentielle une lettre publique promettant de réformer notre société, déjà bien en déliquescence, suivant les préceptes de l'idéologie du genre. Y en a-t-il encore parmi nous qui ignorent que cette idéologie vient d'un certain Alfred Kinsey, père de l'idéologie du genre, dont le fondement est d'assurer que les enfants sont sexuels dès le berceau, que dis-je, dès le fœtus, et que lorsqu'un nourrisson hurle en se débattant désespérément lors d'un viol, c'est en fait l'expression de son orgasme. Donc le Macron tient parole. La révolution du genre devient la priorité absolue, à commencer de l'éducation nationale, qui suit à la lettre les prescriptions édictées par les organismes supranationaux tels que l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, cet immonde IPPF, là, le planning familial, activé pour la révolution du genre. Nos enfants sont pris en otage du programme de l'éducation à la sexualité qui leur inculque les bases de la pornographie et détruit leur identité sexuelle dans l'œuf. Dès que l'âge de 3 ans. Dès l'âge de 3 ans, on a dit qu'on allait revenir dessus parce que, entre-temps, le Macron a passé sa petite loi personnelle qui prétend obliger les parents à scolariser les enfants dès l'âge de 3 ans. Bien sûr, la Constitution de notre pays s'oppose à la scolarisation obligatoire en théorie. Mais dans la pratique et la réalité des faits, la mesure de placement abusif est l'arme absolue de terreur d'État qui est déclenchée contre tout parent qui prétend aller à contre-courant de l'éducation nationale et protéger ses enfants de ces exactions. Voilà donc l'obligation de scolarisation dès l'âge de 3 ans par Macron Ier ne devrait pas être effective avant la prochaine rentrée, si j'ai bien compris. Pourtant, déjà à l'heure actuelle, des parents refusant de mettre leur enfant de 3 ans à l'école, dans la rentrée qui vient de passer, ont été pris pour cible, ont été pris dans la ligne de mire des institutions prétendues sociales, avec toujours cette épée de Damoclès, cette menace de terreur d'État de venir vous arracher l'enfant et le placer. Alors le Macron
si soucieux de la santé des enfants de France, faut-il le rappeler, a commencé son mandat en imposant l'obligation vaccinale avec 11 vaccins, c'est-à-dire 76 souches virales obligatoires. Et les parents réfractaires, là aussi, se voient arracher leurs enfants qui sont placés et vaccinés d'office. Et ces parents protecteurs risquent même une peine d'emprisonnement. Voilà, c'est pas la peine de lutter contre la terreur d'État. Hein. Alors, 2 mots sur ces vaccins. Depuis les travaux de journalistes scientifiques, comme l'a regretté Sylvie Simon, ou encore les révélations de sommités telles que le docteur Léonard Horowitz. Ben, seuls les abrutis pensent encore qu'il existe des vaccins qui ne sont pas des cocktails viraux, des bombes biochimiques détruisant, pour commencer, le système immunitaire des enfants auxquels ils sont inoculés. C'est pas tout. Mais l'explosion de maladies dégénératives, d'autisme et de morts subites frappant les nouveau-nés n'est pas le seul effet à redouter de ces injections. Ce que les gens n'imaginent pas, c'est que les injections vaccinales puissent rendre des enfants homosexuels du jour au lendemain, avec un très haut niveau de perturbation psychologique. Il faut savoir qu'il y a des cas qui ont éclaté aux États-Unis, et j'invite tout le monde à se pencher sur la question. Alors pour ma part, je soutiens l'hypothèse de crime, que les injections vaccinales fonctionnent en interaction avec les ondes électromagnétiques pulsées, celles de la téléphonie mobile et du Wi-Fi. Là, je me réfère aux travaux du regretté, oui, parce qu'ils sont tous regrettés, ils passent tous à la trappe, du regretté docteur Rauni Kilde, une femme, ex-ministre de la Santé de Finlande, qui a fait des travaux de recherche extraordinaires sur les dégâts qu'occasionnent ces ondes électromagnétiques sur nos ondes cérébrales, capables donc, d'après elle, entre autres, de rendre toute une population donnée totalement homosexuelle. Cette thèse scientifique interdite expliquera bien des choses, considérant le visage qu'est en train de prendre si brusquement notre civilisation prétendue moderne. Oh oui. Dans tous les cas, entre la terreur vaccinale de Macron, la prolifération des smartphones entre les mains des tout-petits, avec en plus le plan des compteurs intelligents, ça y est, c'est dans toute l'Europe, le bourrage de crâne à l'idéologie du genre dès l'âge de 3 ans dans toutes les écoles de France, et la protection institutionnelle de la pédocriminalité renforcée par la loi Schiappa, mes amis, je me demande quels parents prétendus protecteurs imaginent sérieusement pouvoir protéger ses enfants en restant avec eux pris au piège de notre joyeuse civilisation moderne. Alors, pour revenir sur le programme de terreur vaccinale Macron, il est donc à redouter très sérieusement que celui-ci soit directement lié au plan de LGBTisation de l'enfance. Ce de façon encore plus violente, immédiate, directe, irréversible que ce qu'on est capable d'imaginer. Et de toute évidence, ce plan vaccinal vise également à la stérilisation des futures générations, ou au moins à provoquer une explosion effroyable de naissance d'enfants difformes et dégénérés. Pourquoi ? Car le second objectif fondamental de la révolution du genre, avec un premier objectif de la LGBTisation de l'humanité, est de remplacer la procréation naturelle du bétail humain par la procréation artificielle gérée par l'intelligence artificielle, sous contrôle des États civilisés. Voilà. Alors, à mon humble avis, pour revenir un instant sur le domaine de l'hypothèse de crime en fonction de faits criminels constatés, eh bien, le grand enjeu caché derrière la révolution du genre et son volet règne de la procréation artificielle est, bien plus que le contrôle des naissances du bétail humain, le contrôle des incarnations pour un plan d'invasion de la 4e dimension. À méditer pour celles et ceux d'entre vous qui suivent et qui ont quelques connaissances en matière de démonologie et de luciférianisme. Bien. Ceci dit, pour revenir donc, rester sur du factuel concernant ce que représente le Macron en termes de protection de l'enfance,
Ben, je pense que tout le monde est fixé. Alors en passant, l'individu, maintenant, il nous colle dans son gouvernement une vague secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Ouais, comme si déjà il fallait une secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Hein. Oui, on est en pleine révolution du genre qui prévoit, en l'occurrence, de pulvériser les différences fondamentales entre l'homme et la femme et d'imposer le troisième sexe. Dernière trouvaille luciférienne pour laquelle le génie génétique, associé à la procréation artificielle, saura faire des merveilles. Une espèce de bipède éduqué à la perversion sexuelle absolue, sans plus aucune identité de sexe, de genre, aucune racine affective avec une vraie maman. Eh bien, c'est une créature idéale pour son contrôle total. Pour ne parler donc que de cette notion-là en restant sur un plan purement terrestre. Donc, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Ouais. Quelles sont les compétences là, de la Chiappa? Écrire des livres porno bien hard, le plus célèbre étant Les filles bien n'avalent pas. Ouais. Bah, moi c'est bon, hein, le titre me suffit, j'ai pas besoin d'en lire plus. Voilà, nous y sommes. Pour revenir sur le coup monté qui a mis en scène ce problème jusqu'à ici inexistant à propos de la notion de consentement de fillettes d'à peine 11 ans, confrontées à des détraqués pédocriminels, à qui Macron a-t-il confié la mission de légiférer? À maîtresse Marlène, la grande catin pornographe qui, à n'en pas douter, est elle aussi le fruit de protocoles initiatiques appliqués dès le bas âge pour la fabrication de nos futures élites sociétales. Rappelons que l'on n'est pas obsédé sexuel, nymphomane ou LGBTP, hein, maintenant il faut mettre pédosexuel, par hasard, mais qu'il s'agit de l'expression de très profonds désordres psychologiques, de la perte de son identité sexuelle due à des violences répétées et impunies subies durant l'enfance ou, pire, à un conditionnement destructeur appliqué par un milieu familial de tordus LGBT ou assimilés. Précisons que les violences à caractère sexuel peuvent également être appliquées de façon très suave, comme le préconisent les programmes de la révolution du genre. L'objectif étant de sexualiser l'enfant par tous les moyens, à commencer par le jeu. Dans la majorité de ces cas, la notion de violence liée au viol ou à l'agression sexuelle est gommée par la notion ludique, de mise en forme. Eh oui. Donc la classe politique dirigeante est composée de détraqués sexuels, qui non seulement ne s'en cachent absolument plus, mais au contraire, suivent le move du prosélytisme effréné prescrit par la révolution du genre. Alors à une certaine époque qu'on regrette quand même un petit peu, le système prenait un certain soin de ménager un minimum le jeu des illusions. On nous plaçait ça et là des politiques, des chefs d'État, des ministres, qui la plupart du temps donnaient cette illusion de n'être pas totalement dépravés. C'est fini. Bon, la société doit évoluer. Hein. Voilà, comme disent certains collabos, hein, il faut bien vivre avec son temps. Aujourd'hui, la révolution du genre oblige, hein, eh bien, les cercles de pouvoir qui font joujou en régie de l'ingénierie sociétale se font un malin plaisir de venir nous coller donc les plus déglingués, aussi bien dans l'univers du showbiz, du sport-spectacle, de tout ce que vous voulez, que de la politique. L'effet formatage des masses est garanti. C'est ça, hein, donc, qui fait dire au Calabo qu'il faut bien vivre avec son temps. Maîtresse Marlène est un exemple de parfaite catin dépravé qui vient nous donner des leçons dans des talk shows qui sont truqués comme il se doit. Un talk show, c'est... Et elle se veut activiste féministe, qui est le grand créneau des LGBT pour agir au niveau de la manipulation de l'opinion publique et détruire la femme en ce qu'elle a de plus sacré, prétendant défendre la condition féminine. Oui, car ce que la femme a de plus sacré,
c'est sa prérogative d'enfanter, c'est son rôle fondamental d'accompagner sa progéniture tout le long de son évolution avec toute son affection, tout son amour maternel. Un amour que les lucifériens s'efforcent de détruire, entre autres par la terreur d'inquisition, qui est appliquée dans le cadre de la protection institutionnelle de la pédocriminalité, pour commencer. Oui, pour les lucifériens et leurs activistes pseudo-féministes, la femme doit venir en concurrence avec l'homme dans ce que celui-ci a de plus vide et même mauvais. Et de plus stupide. Perte de la conscience et des valeurs fondamentales pour la course à l'ascension sociale. Les activistes féministes agissent pour la destruction de la cellule familiale, pour forcer les femmes à renoncer à leurs prérogatives sacrées de mère et abandonner leurs enfants à l'État. On n'a plus le choix même, hein. Ils ne nous laissent plus le choix. Et dans le même temps, nos pseudo-dirigeants scandent en chœur que les enfants n'appartiennent pas aux parents, mais à l'État. Là, tu as mis le doigt sur un problème fondamental. Il faudra revenir dessus. Ne vous imaginez pas que vos enfants vous appartiennent. Eux disent que ce sont leurs enfants, les enfants de l'État, qu'ils en font ce qu'ils veulent. Alors, maîtresse Marlène ose se présenter en protectrice des droits de la femme en instrumentalisant le discours de l'égalité homme-femme. Moi, j'aimerais bien en parler un peu de ça. En parallèle de la farce putride, de la course à l'ascenseur social, eh bien, la trahison institutionnelle que les femmes, et en particulier les femmes victimes de violences conjugales, ont toujours subi en France, et là, je sais bien de quoi je parle, est instrumentalisée pour venir aujourd'hui nous expliquer qu'il y a un problème d'égalité entre l'homme et la femme. Mais ce problème de violence contre les femmes, violence conjugale, viol, existe dans de telles proportions, justement parce que notre justice a toujours suivi ce modus operandi ignoble qui consiste à rejeter les plaintes directes, nier ses affaires, flanquer les plaignantes à la porte du bureau de police ou de gendarmerie, ce que j'ai vu toute ma vie, de mes débuts de gendarme à autant j'avais mon entreprise de sécurité privée. Alors, comme toujours, le problème sur fond de trahison institutionnelle générale organisée a été créé de toutes pièces, et ceux qui l'ont créé, je répète, en coulisses de la société, font maintenant intervenir leurs nouvelles marionnettes politiques LGBT avec des prétendues solutions qui, en fait, de solutions, viennent porter le coup de grâce à notre espèce. Oui, avec les raisonnements binaires, des agents comme la Chiappa viennent manipuler les masses en expliquant ce qui nuit donc à la condition féminine n'est pas cette éternelle trahison institutionnelle, mais plutôt la différence naturelle, fondamentale qu'il y a entre la femme et l'homme. Vraiment... Oui, et ce qui est visé en termes d'objectifs avec de tels discours, c'est dénaturer tant la femme que l'homme, détruire l'identité sexuelle de l'être humain et, comme tu disais, créer le troisième sexe. Oui, qui unit les deux, qui est homme-femme en même temps. Ouais. Et l'enfant est naturellement la cible numéro 1 de cette grande manipulation par le biais des offensives menées par l'État, et en particulier l'éducation nationale. Voilà. La loi Chiappa est évidemment une immondice qui a été pensée par des individus immondes avec une finalité immonde. La Chiappa et le Macron sont très ostensiblement agents de la révolution du genre, c'est-à-dire du vaste programme issu des travaux du grand détraqué mental homosexuel, sadique, pédocriminel, ayant répondu au nom d'Alfred Kinsey. Alors ce vaste programme vise à la destruction du genre humain dans ce qu'il a encore d'humain par une série d'offensives qui frappent de plein fouet directement l'enfance au niveau planétaire pour le nouvel ordre mondial. Le gouvernement actuel en France est en charge, avec donc le sinistre MK Ultra qu'il y a à sa tête, de briser l'enfance au plus vite dans tout le pays. Mais comprenez bien qu'il s'agit d'un plan global.
extrêmement violent dans toute l'Union européenne et dans tout le monde occidental. Et je crois qu'il faut aller chercher un peu plus loin aussi. Bien, alors pour conclure cette petite démonstration qui concerne ici la France et la loi Schiappa, faisons, si vous voulez bien, le récapitulatif rapide de la série d'offensifs lancés par Macron et son gang de déglingués, mais aussi par le gouvernement précédent, il ne faut pas oublier, François Hollande, et les instances supranationales qui, donc, constituent le contexte réel dans lequel s'inscrit la loi Schiappa. Mariage pour tous, duquel a découlé l'adoption pour tous. Eh oui, avec recours à la fameuse notion de discrimination positive inventée par le grand illuminati François Mitterrand dans un autre contexte, je ne sais pas si certains se rappellent. Oui, après il y avait la loi Taubira de 2015 qui stipule que les crimes sexuels sur mineurs commis en milieu intrafamilial ne doivent plus être réprimés d'une peine de prison. Quand même. Création des droits sexuels. Les droits de l'homme ont été créés par les Illuminati, c'est un petit peu normal qu'ils nous aient créé les droits sexuels. Pour les enfants. Alors, justement, droits sexuels qui d'une part concerneraient les enfants, donc sans notion de limite d'âge, et permet à la justice de prendre pour cible tout adulte, tout parent protecteur, s'opposant à ce qui, d'après le texte de loi, est la corruption de l'enfant, corruption mineur. Et droits sexuels qui, d'autre part, concernent qui? Les pédocriminels, évidemment, les LGBTP, pédosexuels, pour lesquels leur tare abjecte ne serait maintenant, à écouter nos bons penseurs et philosophes qui passent dans les talk shows, qu'une orientation sexuelle qui doit être admise et respectée en fonction du respect des minorités par les masses trop psychorigides. Il faut juste un peu plus de temps, quoi. Ouais. Et on va dire c'est juste une orientation sexuelle. Mais ça y est. Ouais, on y est, quoi. On y est. Donc après, il y a le programme d'éducation à la sexualité, par le truchement de l'éducation nationale. Oui, alors, nous parlons bien, c'est important de préciser, d'éducation à la sexualité, non d'éducation sexuelle. Et la nuance est tout sauf innocente. Et les enfants pris en otage de l'éducation nationale sont massivement pris en compte par celle-ci pour un programme de formatage visant à les rendre sexués dès que possible. Les écoliers de 3 ans sont soumis à un programme les exposant à la pornographie, à des discours obscènes et infiniment perturbants qui tendent volontairement à détruire leur identité sexuelle et à leur inculquer le lexique complet de ce que l'on peut trouver dans un sex shop et faire avec. Oui, alors ceux qui vous disent que le programme de l'éducation à la sexualité, de l'éducation nationale, c'est juste 3 heures de cours, je crois, qui disent ça, par mois, ils vous manipulent odieusement dans toutes les largeurs, parce que ces 3 heures, déjà pour commencer, qui sont 3 heures de trop, c'est tout simplement l'arbre qui cache la forêt. Car dans la pratique, il faut savoir que la plus innocente des matières scolaires est instrumentalisée pour effectuer justement cet insidieux lavage de cerveau permanent des petits écoliers. Les masters que les étudiants passent depuis maintenant plus de 20 ans en matière de révolution du genre forment les personnels enseignants, en l'occurrence à la façon d'exploiter tout thème et toute matière pour éduquer les écoliers à l'idéologie du genre. Là, à propos de ce programme planétaire, et en l'occurrence national, il faut faire le raccord avec la loi Schiappa et, vous savez, cette fameuse évaluation que doivent effectuer les acteurs judiciaires et assimilés sur les enfants dénonçant des faits de viol par ascendant ou par quelque tiers que ce soit, afin de vérifier leur capacité à appréhender les choses du sexe. Le vocabulaire ordurier qui est mis dans le crâne des enfants par le biais du programme accéléré et écrasant de la révolution du genre, alors sans oublier les mimiques et gestuels équivoques que les 10 enfants adoptent trop facilement par simple réflexe d'imitation, ne serait-ce qu'en étant confrontés aux clips vidéo résolument obscènes,
est ce qui donne l'illusion que ces enfants sont sexuels et donc par ricochet, plus que consentants dans l'absolu, hein, comme l'affirmait le bon vieux Alfred Kinsey. Oui, j'insiste pour rappeler en passant que le père de la révolution du genre, Alfred Kinsey, qui a donné lieu à l'existence de l'Institut Kinsey, qui est consultant de l'ONU dans le cadre des programmes scolaires à l'échelle mondiale pour la révolution du genre, a fait violer et torturer des centaines, voire des milliers d'enfants et de nourrissons avec des subventions de la Fondation Rockefeller pour en venir à faire établir le dogme que les enfants et nourrissons sont sexuels dès le fœtus. Les cris et débattements des malheureuses victimes, des assauts sadiques des pédocriminels utilisés par Kinsey pour ses pseudo-études étaient systématiquement assimilés par le monstre Kinsey comme des manifestations orgasmiques. Ouais, des manifestations orgasmiques. Un enfant qui hurle, qui pleure, qui se débat. C'est voilà. sadique. C'est dans cet état d'esprit, c'est ce qu'il faut que vous compreniez bien, hein, cet état d'esprit qui est derrière la révolution du genre, qui est la religion de Macron, qui est la religion de maîtresse Marlène et consorts. Et c'est avec ce même état d'esprit que maintenant les magistrats vont pouvoir exploiter la loi Schiappa, mise en place uniquement pour cela. Ouais. Grâce aux cours d'éducation à la sexualité, qui sont en vigueur avec une violence inouïe dans la France entière, eh ben, nos bons pervers de magistrats se régaleront à faire répéter à toute petite victime, osant accuser un adulte de viol, les obscénités apprises à l'école, pour asséner la conclusion que l'enfant, bien précoce, est loin d'être innocent. Et cela sera instrumentalisé à souhait, comme il se doit, pour insinuer que l'enfant, par ricochet, si connaisseur des choses du sexe, était forcément consentant, même si maintenant il dit le contraire. Les femmes victimes de viols et de coups et blessures n'ont-elles pas toujours souffert du procès d'intention fait par les acteurs judiciaires, policiers et magistrats, d'être aguicheuses, provocatrices et de n'avoir en fait eu ce qu'elles méritent? Pensez-vous qu'avec ce contexte de révolution du genre et la loi Schiappa, il en sera autrement pour les victimes mineures de viols si odieusement cuisinées par les grands détraqués de magistrats et de pseudo-experts psychiatres? Mais cela ne va pas s'arrêter là. Il faut comprendre la finalité de la loi Schiappa en bout de course. Faire attester le consentement de l'enfant violé n'est pas la finalité. La finalité est de faire accuser les parents protecteurs et de leur arracher des bras les enfants qu'ils prétendent protéger de crimes sexuels. Nous pouvons affirmer cela en fonction de notre expérience de ces années d'enquête interdites, faites entre autres en France. L'inquisition judiciaire s'abattait formellement et systématiquement, avant la loi Schiappa, sur tout parent protecteur ayant tenté de saisir la justice en cas d'agression sexuelle de son enfant. La terreur judiciaire ne se borne jamais à renier la parole de l'enfant et à interdire la manifestation de la vérité. Cela a toujours été la première phase. La seconde étant le déclenchement du retournement de situation contre le parent protecteur jusqu'à la confiscation de son enfant. Oui, il faut savoir, il faut avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans toute l'Europe. Ça concerne également les pays en dehors de l'Union européenne, comme l'Angleterre et la Suisse, pas seulement la totalité des pays qui sont pris au piège de l'Union européenne. La terreur d'État, elle suit une offensive globale appliquée dans chacun de ces pays prétendus civilisés, visant à la LGBTisation des enfants et à enlever les enfants qui avaient encore une chance de vivre dans un milieu familial sain et opposé à la révolution du genre. Donc, dans le cadre de ce vaste plan d'enlèvement d'enfants, il faudra qu'on revienne là-dessus, qu'on fasse un sujet là-dessus.
le vaste plan d'enlèvement d'enfants par les États et leurs institutions, tous les prétextes sont bons. Et les premiers parents visés sont naturellement ceux qui osent prétendre protéger leurs enfants de la révolution du genre et ou protéger leurs enfants de crimes sexuels. En fait, avec l'application de la loi Chiappa par les acteurs judiciaires, tout parent protecteur tentant de saisir la justice du pays de la révolution du genre, pays des droits de l'homme, et donc pays des droits sexuels, va courir un risque évident, celui d'être pris possible par la justice pour avoir cherché à s'opposer aux droits sexuels de son enfant. On parlera d'éducation à la sexualité et plus jamais de viol d'enfant, surtout si le violeur d'enfant est le géniteur de l'enfant. Oui. En France, le parent protecteur, qui par définition entend protéger son enfant pour commencer des agressions sexuelles, devient une personne que la justice doit réprimer, ce que la loi Chiappa va permettre trop facilement en étant associée à la nouvelle notion de droit sexuel. Ouais. N'oublions pas que les droits sexuels concernent donc, comme nous le disions tout à l'heure, d'une part les enfants, que les parents protecteurs vont contre ces droits sexuels, donc, et que d'autre part, les droits sexuels concernent les violeurs d'enfants, que le pouvoir politico-judiciaire se doit de protéger au nom de la protection des minorités et de la protection de cette nouvelle orientation sexuelle qu'est la pédocriminalité. Et la notion de répression du parent protecteur n'étant donc pas la finalité, celui-ci se verra enlever son enfant par les institutions, en bout de course, des fameuses mesures répressives, punitives, déclenchées contre lui. Les enfants enlevés à des parents sains ou des parents protecteurs sont placés dans des foyers ou des familles d'accueil, où ils vivront le pire, il faut être conscient. Ceux qui auront la chance d'être adoptés le seront par des couples ou des triplettes LGBT, et autres détraqués sexuels, en fonction de la fameuse discrimination positive qui aujourd'hui concerne les minorités de perturbés sexuels, en passe de ne plus être une minorité, mais la collectivité de demain. Car la finalité des enlèvements d'enfants par l'État en France et dans toute l'Europe, ainsi que la finalité de la loi Chiappa et de toutes les offensives de la révolution du genre contre l'enfance, est, il faut bien le comprendre, de permettre la LGBTisation de tout enfant, qui doit être appliquée de gré ou de force, dans son milieu familial d'origine ou en l'arrachant à son milieu familial d'origine. Un cran au-dessus du plan global de LGBTisation des enfants, un cran au-dessus dans l'horreur, en livrant des enfants aux géniteurs qui les violent et les torturent de façon formelle dans les cercles de sociétés secrètes. Il s'agit là pour l'État de permettre l'initiation d'enfants au protocole MKUltra, dans le cadre de la formation des élites de demain, la relève dans les cercles de gardiens de bétail humain, comme tu le dis. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Anyone can do what they want in life. It doesn't matter what anyone else thinks. If you want to be a drag queen and your parents don't let you, you need new parents. If you want to be a drag queen and your friends don't let you, you need new friends. I've been getting into drag since I was like 7. Okay. But literally I've been wearing like dresses and being into girl stuff since I was like 3.